Eh bien, bonjour les amis, et nous sommes le cinquième opus de l'aventure en conscience, de l'entretien inattendu. Et j'ai vraiment le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Rollin. Bonjour Philippe, Bonjour Philippe. comment vas-tu? C'est une rencontre entre Philippe aujourd'hui. Et ben ça va très bien. Ça va super bien. Je suis très content d'échanger avec toi. Voilà, alors comme nous, c'est le terme, c'est l'entretien inattendu. Toi, le mot-clé en ce moment qui t'occupe beaucoup, c'est à la racine. Mais je voudrais te poser la première question, celle que je pose à tous les invités, c'est en quoi le terme aventurier de la conscience résonne chez toi? En quoi tu te Mmh. reconnais comme un aventurier de la conscience? Et ben ouais, en effet, je trouve que c'est un super terme parce que, en tout cas personnellement, j'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai mis le pied dedans, et ben je suis vraiment rentré dans une aventure. Et le terme d'aventure, quand on regarde un film d'aventure, ça veut dire, enfin ça c'est souvent un appel à la, ouais, à tout un tas de formes de découverte, tout un tas d'obstacles, de difficultés, de pièges. Mais il y a aussi vraiment cette notion de quelque chose d'un peu extraordinaire et de merveilleux. Et moi, ça fait, je pourrais dire, depuis vraiment 2017 que je me sens, pleinement dans une aventure quotidienne. Et en fait, j'ai parfois encore du mal à réaliser le caractère extraordinaire de ce monde parallèle dans lequel je suis rentré depuis que ça se manifeste vraiment dans ma vie, quoi. Euh, Après, je peux peut-être être un peu plus concret. C'est un peu Ben, plus. j'allais te poser la question, qu'est-ce qui a fait en 2017 quel a été le point de bascule en quelque sorte? Ouais. Et ben c'était comme souvent un moment de souffrance. C'était un moment de rupture amoureuse, mais qui était qu'un déclencheur en fait. À cette époque-là, je vivais à Paris. Je travaillais notamment à BFM TV. Et, et en fait, cette rupture a eu vraiment cette fonction de me, comment dire, de me donner un regard cru sur ce qu'était ma vie. En l'occurrence, j'appelais mon travail à l'époque une planque. C'était un travail que je savais bien faire, qui était bien payé, qui me donnait un emploi du temps relativement souple et dans lequel je m'épanouissais, mais pas du tout. Et en fait, je me suis retrouvé grâce à ce choc émotionnel de la rupture, un peu nez à nez avec ma vie que je trouvais totalement fade, sans intérêt. Et à ce moment-là, j'ai décidé de réaliser un rêve, c'était celui de partir tout seul en voyage et de réaliser dans la foulée je savais pas si c'était un rêve, mais un truc que je m'étais promis de faire, c'était de partir faire Vipassana. Et en fait, du coup, j'ai fait coup sur coup un voyage en Afrique du Sud d'1 mois et demi qui s'est conclu par une retraite Vipassana, donc une retraite de méditation très intensive et un peu radicale, voire complètement radicale, qui dure 10 jours et qui a eu lieu au milieu des montagnes sud-africaines. Et pour moi, ça a été un moment complètement initiatique. Alors déjà, je parlais du côté merveilleux, c'est que ce qui m'a amené à cette retraite et au milieu de ces montagnes à Worcester, en Afrique du Sud, et ben, ça a été tout un tas de signes qui me filent encore la migraine aujourd'hui quand je repense à quel point ils, ils ont été prégnants, concrets, répétitifs, insistants. Moi, c'était beaucoup l'image du lion qui revenait. Euh, Même pour l'anecdote, je ne vais pas la raconter en détail, mais le jour où cette fille, Olivia, me quitte brutalement, juste avant, elle m'offre un jardin japonais dans lequel un petit Bouddha médite. Et moi, la méditation à l'époque, c'est quelque chose auquel je m'intéressais, mais ça faisait pas vraiment partie de ma vie. Et le soir même, elle apprend, parce qu'on se connaissait pas depuis si longtemps que ça,
elle apprend je dessinais depuis toujours. Et je lui dis, bah, tu veux que je te dessine quelque chose? Dis-moi ce que tu veux que je te dessine. Et elle me dit, bah, dessine-moi un lion. Et à partir de là, et cette rupture qui faisait que je dormais plus la nuit et que ma vie s'est révélée insupportable et fade, et ben je me suis mis mais vraiment à voir des lions partout. Et ça s'est arrêté seulement quand je me suis retrouvé au milieu de ces montagnes sud-africaines avec un vieux lion qui était dans une réserve naturelle à côté, qui venait nous réveiller le matin quand on se levait à 4h30 et qui nous accompagnait quand on allait se coucher à 21h30 de ses rugissements, mais vraiment. Et, euh, et cette retraite, elle a été vraiment initiatique parce que c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais totalement seul face à moi-même. On avait beau être entouré de gens pendant cette retraite, c'était vraiment ouais, 10 à 11 heures de méditation par jour. Et ça a été. Il y a vraiment eu un avant et un après parce que c'était hyper contraignant dans la forme. Au regard de pas mal de gens, ça peut paraître être un supplice, Vipassana. Et moi, j'ai vraiment, je sais pas, ça a été un renversement. La première fois que j'ai goûté, j'ai eu le sentiment de découvrir que la liberté, c'était pas forcément ce que j'avais imaginé. Et que j'ai pu goûter une forme de sentiment de liberté profond dans un univers ultra contraignant. Peut-être parce que une forme de discipline intérieure m'avait manqué dans ma vie jusque-là. J'ai aussi eu là-bas le sentiment très très fort que l'amour était quelque chose d'inconditionnel. Et là-bas, ça m'a paru être une évidence. Et je crois que j'étais pas mal, et notamment à travers cette relation amoureuse qui venait de se terminer, etc. Mais dans ma vie en général, dans une espèce d'amour conditionnel, un peu une forme de troc. Et là, j'ai senti une espèce au fond de moi de réserve infinie et qui ne dépend pas de quoi que ce soit d'autre, quoi. Enfin, juste un amour qui est. Et surtout, là-bas, il y a eu une expérience très particulière où en fait, pendant 3 jours, il y a une espèce de prise de conscience et de colère qui est montée vis-à-vis vis-à-vis de mon papa et du mal qu'il avait fait à mes frères et moi durant toute notre vie commune. Et en fait, ouais, j'ai vraiment pris conscience pendant ces 3 jours où ça a commencé à se manifester de manière de plus en plus obsessive. J'ai vraiment pris conscience de l'impact que ça avait eu dans nos vies et du côté, bien malgré lui, hyper étouffant qu'avait eu sa manière enfin, qu'il avait eu dans sa manière de projeter ses attentes, de projeter son idée du bonheur tel que lui l'imaginait. Euh, Parfois d'être violent dans sa manière d'être, en fait, dans ses cris, voilà. Et du coup, la prise de conscience est devenue telle que ça a atteint un moment vraiment des stades d'asphyxie totale pendant la méditation où j'arrivais plus à respirer et où j'étais rattrapé par une colère noire de me rendre compte voilà, que ça m'avait fait du mal, que ça avait vraiment eu un impact très négatif sur mon grand frère et mon petit frère aussi. Et en fait, le climax de ces 3 journées de prise de conscience, ça a été un jour comme aujourd'hui, où il y avait un ciel où il n'y avait pas un seul nuage, et où je suis sorti d'une méditation particulièrement compliquée, vraiment dans cette colère sourde. Et d'un coup, sans trop m'expliquer comment, cette colère a éclaté comme une bulle. J'ai une image de mon papa enfant qui m'est venue, mon papa avec mon grand-père. Et en fait, ça a été l'image la plus bouleversante de ma vie. Parce que déjà, je comprenais pas comment elle pouvait survenir comme ça. C'était pas lié à une photo, quoi. C'était comme si j'avais un accès assez bref à une parenthèse du passé. Et, et ça a été, je crois, le moment où j'ai le plus pleuré de ma vie parce que c'est comme si, je sais pas, mon ego avait temporairement disparu et que je voyais une roue qui était à l'œuvre dans ma famille
de mon papa qui a d'abord été un petit être innocent et qu'on a pris plein la figure et où d'un coup je voyais plus du tout le méchant père de famille qui nous avait fait du mal, mais avant tout un être totalement innocent et de prime abord totalement vulnérable qu'on avait pris plein la tronche. Et ça, pour moi, ça a été une expérience bouleversante, déjà une expérience de pardon vis-à-vis de mon père, et puis un voile qui s'est un peu déchiré sur ma perception du réel, parce que aujourd'hui encore, je comprends toujours pas comment cette image m'est venue, mais j'ai vraiment ressenti, je me rappelle, j'étais donc à pleurer vers le ciel, ça pendant 2 heures, sans m'arrêter, comme un robinet ouvert. Et ça a été une expérience tellement libératrice et tellement mystique où ouais, il y a vraiment eu le sentiment que cet univers qui m'entourait et ben, était quelque chose qui me dépassait totalement et qui était complètement, enfin, quelque chose d'organique, de complètement mystique, où j'ai l'impression m'a un peu parlé ce jour-là et où à partir de là, c'était plus vraiment possible de regarder le monde avec des idées bien arrêtées et à partir de là, l'aventure a vraiment, on va dire, Comment commencé commencer? et fait partie de ma vie. Ok. Ouais. Ah ouais, merci en tous les cas de partager ces expériences de vie. Et donc, tu dis l'aventure a commencé. Et aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu ces expériences avec le recul, quel a été le plus important pour toi dans ce basculement, Le plus important dans dans cette quel sens? expérience? Qu'est-ce que tu as ramené finalement si tu devais ressortir un seul élément Mm, de cette expérience en Afrique du Sud et de Vipassana? mm. Moi, je pourrais dire ce que j'ai l'impression d'avoir découvert, mais après, ce que j'ai vraiment ramené, j'ai vraiment eu l'impression, mais après, c'est quelque chose qui se cultive, que cet univers est quelque chose de complètement miraculeux, enfin voilà, qui est. J'ai vraiment l'impression d'être passé voilà, d'une espèce de monde où, je sais pas, on est éduqué à avoir tout un tas de conditionnements sur la nature du monde qui nous entoure, et d'un coup, voilà, enfin, à partir du moment où on commence à rentrer dans quelque chose de plus mystique, euh, et ça change tout parce que ce monde est potentiellement quelque chose dont on peut s'émerveiller chaque jour. Mais moi, surtout, ce que j'ai ramené là-bas, parce qu'après, il y a l'expérience, mais après, voilà, on retourne dans la vie. Dans la vraie vie. Dans la vie. Je crois que c'est le nom d'un bouquin que j'ai pas lu, mais que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Après l'extase, la lessive. Oui, Euh, effectivement, oui, je vois de quoi tu parles. et moi, ce que j'ai vraiment ramené de Vipassana, c'est la discipline. Et vraiment ce sentiment qu'il ne peut rien se passer. Enfin, cette aventure ne peut pas avoir lieu pour moi si tous les matins je me lève pas pour faire mon heure de méditation et que vraiment je ne fais pas un travail quotidien qui, je le sens bien, voilà, il est pas magique. Enfin, il le devient, mais il est vraiment lié à une forme de rigueur, d'ascèse, de pratique quotidienne, et il porte ses fruits, mais c'est pas en claquant des doigts, quoi. Et ça, Vipassana, je crois, me l'a fortement appris. C'est comme cultiver une forme d'émerveillement et de vie spirituelle. C'est comme apprendre le piano ou un sport ou quoi. C'est de l'entraînement. Et c'est devenu évident avec Vipassana. Ouais. Ok, il faut remettre sur le tapis hein, chaque Ouais. jour, si on veut vivre cette aventure et puis se libérer, comme tu le disais, des conditionnements et des peurs qui sont sur le chemin. Et du coup, aujourd'hui, quel est, qu'on pourrait dire ça, ton travail d'aventurier, il se manifeste comment? Et ben, quand je suis revenu d'Afrique du Sud, donc ma vie n'avait pas changé, j'avais toujours le même travail, je vivais toujours à Paris. Euh, et en fait, je raconte brièvement la genèse de ce projet pour vous le présenter, du projet qui aujourd'hui est devenu mon travail.
Euh, la suite de cette aventure, c'est une prise de conscience en 2018, où je me suis retrouvé avec un peu plus de temps entre deux boulots, et où j'ai découvert le livre de Pablo Servigne qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, et où là, j'ai eu vraiment une sorte de vue d'ensemble de choses que je savais globalement déjà, mais vraiment Pablo Servigne et Raphaël Stevens, les deux auteurs de ce livre, ont eu vraiment le talent de mettre toutes ces infos-là vraiment dans un tableau, dans une vue d'ensemble, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment sauté à la figure. Et je me suis retrouvé à ce moment-là avec ce que beaucoup appellent aujourd'hui le syndrome d'éco-anxiété. C'était un autre avant et un après où c'était devenu impossible pour moi de retourner dans cette vie. Ouais, donc du coup, il y a eu une petite coupure Internet de ton côté. Donc, juste nous parler d'éco-anxiété, solitude. C'est ça, ouais. C'est ce moment de déclic. Son premier réflexe, c'est d'en parler autour de soi, parler de sa prise de conscience. Et voilà, ça a été un moment de solitude parce que je me suis rendu compte que il y avait beaucoup moins de gens que ce que j'imaginais qui étaient disposés à parler de ça. Et du coup, il y avait du coup très peu de gens qui étaient disposés à me rejoindre sur ma colline dans ce moment de détresse. Et ça a été vraiment un moment, mis à part quelques personnes comme mon grand frère et ma compagne, ça a été un moment ouais, de solitude, d'isolement. J'avais l'impression d'être devenu Pierre qui criait au loup dans le conte un peu connu. Ouais. Et voilà, c'était un moment particulier. Et à ce moment-là, la méditation était vraiment une ressource pour gérer l'anxiété. Mais j'avais aussi le sentiment que ces années de pratique m'avaient vraiment aidé à justement pas faire ce que je percevais chez certaines personnes autour de moi, une espèce d'envie de ne pas avoir. Et or, dans Vipassana, on pratique, on va dire, un des piliers de cette pratique, c'est d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et, et en fait, à ce moment-là, j'ai ce moment de solitude, mais aussi de grande réflexion. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un dialogue hyper fécond au fond de moi entre cette prise de conscience écologique et cette sensibilité écologique avec ma quête spirituelle et mes pratiques spirituelles. Et en fait, en voulant tirer ce fil-là, en voulant explorer ce dialogue, et bah, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas d'auteurs et de lieux qui s'étaient construits un peu autour de ce dialogue et qui étaient pour moi aussi, ces personnes et ces lieux, euh, la manière de répondre à une question qui était devenue pour moi obsédante. C'était la question des racines de la crise écologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considérais la crise écologique avec le sentiment qu'il y avait un lien entre toutes ces manifestations telles que le réchauffement climatique, l'extinction de masse, la pollution massive, etc., j'avais le sentiment qu'il y avait un lien fondamental entre toutes ces manifestations et une forme de crise existentielle collective qui était en train de traverser notre humanité. Et du coup, j'avais besoin de me tourner vers la sagesse, vers la profondeur qu'amène la spiritualité pour comprendre les racines profondes de la crise écologique, à même titre qu'un médecin de qualité va, à un moment, s'il fait un diagnostic digne de ce nom, il va pas juste soigner les symptômes, mais réfléchir À la cause. sur la cause, voilà, le Ouais. contexte d'apparition de ces symptômes. Et c'est comme ça qu'est né le documentaire À la racine, qui est une quête de compréhension des causes profondes de la maladie planétaire à travers des sages et des communautés en France. Ouais, on peut voir sur ce que j'ai vu en tous les cas, sur soit YouTube, soit sur ton lien Facebook, que tu avais trois communautés avec lesquelles
à qui tu as rendu visite. Alors, de mémoire, il y a la communauté de l'Arche, il doit y avoir le centre Amma, et puis le village des Pruniers, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Il y a l'Arche de Saint-Antoine, qui est l'une des communautés qui appartient au grand mouvement des communautés de l'Arche, initié par Lanza del Vasto. Et eux, ils sont d'inspiration chrétienne. J'insiste sur le mot inspiration parce qu'ils ne se veulent pas vraiment rattacher à une tradition particulièrement. C'est plus leur couleur principale, mais il y a des gens de tous bords là-bas, même des gens qui appartiennent à la communauté qui, à la base, étaient plutôt dans des univers anarchistes, athées. Là-bas, comme les trois autres lieux, ils sont grosso modo dans le venez comme vous êtes et voilà, vous êtes les bienvenus tant que vous respectez les règles du lieu. Et donc oui, le village des Pruniers, qui est un lieu de bouddhisme engagé qui s'est créé autour de Thich Nhat Hanh, un maître zen qui enseigne la pleine conscience, et le centre Amma, qui là est relié autour d'Ama, cette grande figure humanitaire et spirituelle qui est une forme de renommée internationale et qui est voilà, à la fois guide spirituel et à la fois, on peut dire, une voie d'une forme d'écologie aussi aujourd'hui dans le monde. Et donc, du coup, comment faire le lien entre crise existentielle, même crise spirituelle, et crise écologique? C'est une très bonne question, c'est une sacrée question. Là, le premier truc qui me vient, le plus évident, et c'est un peu une des ambitions de ce film, c'est vraiment de prendre conscience que notre monde tel qu'on le voit aujourd'hui est un peu le monde de l'ego, en fait. Alors, dire ça, déjà, ça demande de prendre conscience qu'on a un ego et qu'il est possible de s'en désidentifier. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, ce monde aujourd'hui c'est pas encore un consensus, mais pour beaucoup de gens, voilà, est un monde qui est plus qu'à bout de souffle, n'est que la continuité un peu du mythe du progrès et de cette promesse un peu matérialiste comment dire, la technologie, la science allait nous amener un peu une société parfaite. Et en fait, on est en train, je crois, collectivement de se rendre compte que ce désir de vouloir conformer le monde à nos attentes, nos désirs, nos envies d'être humain, c'est finalement prendre totalement le problème à l'envers. Et en fait, c'est comme si on avait oublié que on était issus de ce monde, on était un peu les enfants de Dame Gaïa, de la Terre-Mère, et que c'était plutôt à nous de nous conformer aux lois de ce monde, à ce grand écosystème que représente la planète Terre. Et pour pouvoir faire le chemin inverse, de plus tordre le cou à ce monde en disant désormais, planète Terre, tu vas te conformer à nos exigences d'être humain, mais de retourner dans voilà, de retourner à ces lois de la nature et à ces lois ontologiques aussi, parce que pour moi c'est la même chose. Et ça demande d'apprendre à écouter déjà, et dans tous les sens du terme, d'écouter au fond de soi, d'écouter les autres, d'écouter ce monde et de se reconnecter vraiment à ce qui est. Et ça, c'est une démarche qui est une démarche profondément spirituelle, en fait. Ah oui, tu parlais de l'ego, et c'est surtout le passage, il est dans la la désidentification de l'ego, mais surtout déjà dans un premier temps, peut-être comprendre d'où vient cet ego et comment il se construit, pour se rendre compte, prendre conscience qu'il est construit que sur des peurs, que sur des conditionnements. Et là, il y a un déconditionnement à mettre en place et accepter ce changement, accepter ce déconditionnement. C'est peut-être faire en sorte, à travers la méditation ou d'autres démarches, d'aller chercher ce déconditionnement pour aller vers quelque chose d'autre qui va permettre d'évoluer et d'avancer aussi.
Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et donc, c'est vrai qu'il s'agit pas de voir l'ego comme un ennemi, mais comme tu dis, vraiment un travail de désidentification. Et en fait, ça permet vraiment en fait, de se connecter au monde. Plus on rentre dans cette désidentification, plus on se rend compte qu'on vit un peu en fait collectivement dans un monde imaginaire. Moi, je suis bluffé aujourd'hui de voir que pour une majorité écrasante de nos contemporains aujourd'hui, la réalité, c'est en fait vraiment la réalité des hommes, c'est le narratif qu'on s'est raconté, nous, entre êtres humains. Et on a oublié que cet univers, le monde qui nous entoure, n'est pas à la base un univers de politique, de législation, enfin voilà, tout ça, ça a son utilité, mais c'est important de se rappeler que notre culture est un narratif, que nos lois sont une histoire aussi, qu'on se raconte pour s'organiser, mais que c'est une histoire et que ce n'est pas la réalité. Et c'est important de s'en rendre compte, surtout à un moment où vraiment il y a une autre réalité qui est en train de se rattraper à nous, c'est celle des limites thermodynamiques de cette planète, de cette biodiversité qui s'effondre. Et voilà, et donc c'est important vraiment de pouvoir se désidentifier de cet ego qui nous raconte beaucoup d'histoires pour se reconnecter avec cette forme de réalité-là, qui est une réalité un peu plus profonde, mais qui demande ouais, d'être capable de s'arrêter quotidiennement et de prendre un peu de recul. C'est nécessaire aujourd'hui de se raconter une autre histoire, Bah, de se rendre compte déjà qu'on qu'on se raconte une se histoire. raconte des histoires en fait. Parce que personnellement, quand je médite, je suis en train euh, ouais, d'essayer comme je peux de me connecter à un espace en moi qui raconte pas d'histoire en fait. Enfin, juste de Ouais. me connecter à ce qui est. Et ça, c'est quelque chose qui se développe et qui permet, entre guillemets, je crois, à nouveau, c'est un processus qui est très long, c'est un processus d'une vie, mais qui permet de se connecter avec ce qui est et d'arrêter ouais, d'écouter cette petite histoire intérieure qui de toute façon va pas s'arrêter, mais qui, voilà, de prendre un certain recul vis-à-vis d'elle. Voilà, c'est ça, ne pas s'attacher à cette histoire-là, la Mmh. laisser aller toute seule comme un peu les nuages qui sont, c'est la base de la méditation dans le bouddhisme, hein. L'esprit ne s'attache plus, de temps en temps il s'attache, mais l'idée c'est que l'esprit ne s'attache plus aux pensées, parce que Mmh. finalement ce dont tu parles quand tu parles d'histoire, c'est les pensées qui sont là tout le temps, sans arrêt. Et on Mmh. s'identifie à ça, on s'identifie à ce, non pas aux pensées, mais à ce sillon par lequel elle passe en permanence. Ouais, ouais, Et excuse-moi, mais ouais, amène, plus on s'identifie à ça, plus ça devient vraiment des lunettes colorées sur le monde qui nous entoure. Et voilà, après, on se retrouve face à des individus qui te disent, voilà, le monde, il est vraiment tel que je le vois. Et, ça, c'est pas, c'est pas une approche pour moi de sagesse. Pour moi, l'approche de sagesse, on le retrouve aussi chez les Grecs, dans la philosophie. C'est ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et c'est vraiment d'arrêter de se mettre dans cette position du sachant pour être dans la position de celui qui est dans une forme d'écoute attentive, complètement décoléré. un observateur, Exactement. ouais. L'observateur est complètement décorrélé d'une toute forme de savoir, mais juste plus d'une forme de vigilance et de contemplation. Et là, pour moi, on a accès à une autre forme de connaissance. Il y a la notion d'un côté avec l'ego de la notion de séparation, et puis de l'autre côté la notion de non-séparation. Se rendre compte que l'on n'est pas séparés ni les uns des autres, mais non plus de la nature. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation. Alors c'est un concept qui n'est pas forcément évident à appréhender, mais et il s'appréhende que par l'expérience, bien entendu. Mmh. Mmh. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est d'ailleurs,
C'est d'ailleurs un peu ce que souvent une des quêtes que retrouvent toutes les traditions et qu'on a redécouvert dans les trois communautés en faisant le film, c'est sans arrêt cette volonté de prendre conscience que le monde est un, qu'il n'y a pas de séparation. Et c'est vrai que ben voilà, on en entend tous parler quand on est dans cette quête-là, cette idée d'unité fondamentale du monde qui nous entoure. Mais l'idée, c'est pas d'en parler, c'est d'en prendre conscience, d'en faire l'expérience. Et c'est cette expérience de la non-dualité. Et ça, ouais, c'est vraiment une aventure qui se vit, quoi. C'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est pour ça que c'est important d'avoir je pense, des pratiques, de trouver sa pratique, parce qu'il en existe pléthore, comme tu Ah disais oui, tout à l'heure. oui. Mais une fois qu'on l'a trouvé, comment dire, ouais, de continuer à quotidiennement se pratiquer, parce que c'est ce qui, pour moi, euh, ouais, nous permet notamment d'appréhender ça, cette unité. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis à un moment donné, en parlant d'écologie intérieure. Mm. L'écologie extérieure passe forcément par l'écologie intérieure, Bah ouais. c'est ça? Ouais, 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 d'ailleurs, en fait, l'écologie intérieure, en faisant ce film, on a découvert plein de synonymes, hein. Pour moi, l'écologie et la spiritualité, en fait, c'est les deux Ça va, faces d'une même médaille. c'est C'est un peu exactement la même ça, chose. oui, ça va ensemble. De toute façon, à partir du moment où tu acceptes l'idée que le changement passe par toi, tu peux faire que ça, quoi, aller vers une écologie intérieure et mettre en place une routine, des démarches, en tous les cas, partir à l'aventure intérieure, à l'aventure de soi. Qu'est-ce que je peux changer en moi et comment je vais faire pour changer ça? Ouais, ouais, parce que bon, là, je le raconte sur un plan intellectuel, mais en fait, j'ai l'impression que on parlait d'aventure au début, c'est de plus en plus une aventure, cette quête, parce que plus on se rencontre, plus on va à l'intérieur de soi, c'est sans fin, plus on se rend compte qu'en effet, il y a vraiment quelque chose d'organique, un dialogue avec le monde qui nous entoure qui se crée. Il y a des synchronicités hallucinantes, il y a des signes. Voilà, la vie, elle ne devient pas tout rose, et même je la trouve à certains égards plus exigeante qu'avant. Avant, j'avais l'impression d'être dans un espèce de petit confort ronronnant, où je m'ennuyais et où je pouvais rester dans ma petite peur parce que je changeais rien. Mais du coup, la vie devient beaucoup plus intense et notamment intense parce que ouais, il y a une conversation qui se met en marche. Et pourquoi je te raconte ça? Ouais, c'est parce que en fait, j'ai l'impression de faire de plus en plus l'expérience d'à quel point ce qui va se passer et se transformer véritablement dans mon monde intérieur va se manifester à l'extérieur. Et ça, voilà, j'en fais des expériences directes sur ma vie concrète de tous les jours, qui a mais vachement, vachement changé depuis 4 ans. Et elle a changé dans les gens que je côtoie, dans tout, dans mon activité, dans le lieu où je vis, dans ma manière de m'alimenter. Enfin voilà, tout se transforme. Et, en fait, plus on fait l'expérience du fait qu'il n'y ait pas de séparation entre notre monde intérieur et ce qui va se manifester dans notre monde extérieur, plus on se rend compte de l'absolue nécessité de pratiquer ce qu'on appelle cette écologie intérieure. Donc en fait, qu'il n'y a rien d'autre que cette hygiène de conscience, cette quête spirituelle. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête d'agir dans le monde, loin de là, c'est presque même le contraire. Non, c'est ça, au contraire, on devient créateur du monde, créateur en conscience de ce qui se passe autour de nous, et tu l'expliques bien, que les choses deviennent vraiment plus claires aussi pour toi de ce côté-là. Ouais. Et c'est vraiment un double mouvement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que plus j'affine ma pratique de la méditation et cette connaissance de moi, plus bah, je me sens, tout en ne faisant pas d'illusions sur une forme de toute puissance, et bah, plus je me sens euh, impactant, acteur de ce monde, en tout cas à mon échelle locale. Il y a vraiment une idée de réappropriation d'un pouvoir
Et aussi, moi j'adore les grandes citations du genre connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, parce que à nouveau, il y a pas de séparation. Donc plus on affine la pratique coup de cœur qui nous correspond, plus je trouve qu'on rentre dans une percée du réel qui est de plus en plus fascinante et juste, quoi. Oui, c'est infiniment grand, hein, l'univers intérieur. Mm. Infiniment. Ok, mais merci en tous les cas. Une dernière question. Si tu avais un message aujourd'hui à faire passer, ça serait quoi? Bah, c'est une super question. Bah, moi, en fait, j'en ai vraiment un qui est super clair et qui est lié à mon histoire personnelle et qu'on raconte dans le documentaire À la racine. Aujourd'hui, face à l'ampleur de la crise écologique et face à l'ampleur de la marche du monde qui en décourage beaucoup, et ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes tombent dans le piège de se dire à quoi bon, foutu pour foutu, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire face, j'en sais rien, à tous ces politiciens corrompus, à ces multinationales qui font n'importe quoi, etc., etc. Et, et moi, notamment depuis que je fais ce film, je croise beaucoup ce sentiment d'impuissance. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est oublier cette idée de changer le monde ou de sauver le monde. Vous n'allez pas sauver le monde, vous n'allez pas le changer. Et en fait, c'est pas la question. La question, à mon sens, c'est vraiment de se réapproprier simplement sa vie, de redevenir un petit point d'acupuncture de l'humanité en se disant, face à ce que je perçois aujourd'hui de cette époque, qu'est-ce qui pour moi profondément a du sens et qu'est-ce qui me rend heureux? Et j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu pour un individu. C'est certainement pas de sauver le monde, c'est de sortir de cette action contractuelle, de se dire je fais seulement si j'ai l'assurance que ça va avoir vraiment un vrai impact, mais je le fais pour moi en fait. Et moi j'ai l'impression que ça c'est la chose la plus puissante qu'on puisse faire, parce que du coup, ça amène des individus qui se mettent en marche, qui sont de plus en plus heureux. Et moi, j'en témoigne, hein, je suis beaucoup, beaucoup plus heureux dans ma vie actuelle de réalisateur militant, à baigner dans un sujet qui me passionne et que je creuse jour après jour, qu'à l'époque où j'étais là à tenter de convaincre des gens à des dîners à Paris, en étant dans la colère et la frustration. Donc c'est vraiment de se réapproprier euh, le sens au quotidien et la joie. Et c'est sans fin. Il y a toujours du travail à faire. Et je pense que c'est ce qui va permettre au changement d'advenir. Et qu'on a un pouvoir. On parle souvent du local, mais le local, ça commence vraiment par le local intérieur. Et c'est important que chaque être humain n'oublie pas cette marche-là, parce elle est fondamentale. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vraiment tout le travail de l'aventure en conscience, redonner du sens, se redonner du sens à sa vie et aller à la recherche de la joie parce que, comme le dit un autre proverbe, entre guillemets, il n'y a pas de chemin vers la joie est le chemin. Et comme tu dis, pour en dire un autre, change-toi et change le monde, mais pas attends que le monde change pour changer. En tous les cas, merci infiniment. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as un autre rendez-vous. Merci infiniment pour cet entretien. Je te souhaite plein de belles choses pour le documentaire À la racine, vraiment plein de belles choses. Et puis j'espère qu'on va se retrouver un de ces quatre, peut-être en vrai, comme on dit, hein, se Ouais, c'est croiser sûr. en vrai sur le On va se chemin. croiser. Vous pouvez retrouver, du coup, vous avez toutes les notions, tous les liens qui concernent Philippe sous la vidéo. Un petit pouce et puis un petit abonnement, ça nous fait très plaisir. Merci à vous tous et à très bientôt.